comme on le disait, on n'a pas, c'était imprévu que j'ai à faire un discours ce soir, donc j'ai trouvé rapidement quelque chose et voilà. Je le découvrirai à moitié en même temps que vous, mais ça ne devrait pas être très compliqué. Il s'agit de surpêche. C'est un discours, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de Greenpeace France, qui date d'il y a quelque temps, toutefois, 2 ans, 3 ans. Bah du coup, aujourd'hui, ce sera il y a 3 ans. Allons-y. Aujourd'hui, au niveau mondial, 80% des stocks de poissons commerciaux sont soit surexploités, soit pleinement exploités. Pour les différentes espèces de thon, le cabillaud, l'espadon et les requins, la situation est encore pire. Il y a beaucoup trop de bateaux et plus assez de poissons. Qu'est-ce que la surpêche? Eh bien, on dit qu'il y a surpêche lorsque l'on pêche trop par rapport aux réserves de poissons disponibles et que l'on risque de voir les stocks s'effondrer les uns après les autres. Les exemples les plus célèbres sont ceux de plusieurs stocks de thon albacore, largement surexploités, ou de la morue de Terre-Neuve, qui a été pêchée pendant 5 siècles, avant de voir sa population s'effondrer à la fin du XXe siècle, en raison d'une pêche trop intensive. Depuis 1992, la population de morue n'a jamais pu se reconstituer. Sa pêche est interdite depuis 20 ans, mais rien n'y fait. La morue a été pêchée jusqu'à effondrement du stock et elle a perdu sa place dans son écosystème. Cela équivaut à dépenser le capital jusqu'à sa disparition, alors que la pêche durable correspondrait à la dépense des intérêts. Une aberration, puisqu'une fois que le capital a disparu, il n'y a plus d'intérêt à toucher. Depuis plus de 20 ans, les captures mondiales stagnent autour de 100 millions de tonnes de poissons par an. Pourtant, le nombre de bateaux augmente, tout comme leur puissance. Une seule explication, la surpêche s'accélère et les océans se vident. La technologie moderne, l'électronique et les moyens satellites ne laissent aucune chance aux poissons. Chers collègues, si vous commencez un peu à vous noyer, maintenant tout de suite, je vous rassure tout de suite, car confinement ou pas confinement, nous sommes le 1er avril. Je vous ai donc servi un petit poisson d'avril. Cette petite introduction, et d'ailleurs, vous auriez pu trouver un indice ici, parce que j'avais envie aujourd'hui de parler justement de cette tradition qu'est le 1er avril, et chez nous, dans la culture francophone, du poisson d'avril. J'ai donc fait quelques recherches et je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire, en tout cas les hypothèses historiques, et puis vous donner quelques exemples de poissons d'avril qui ont été faits ces dernières années. Avant toute chose, je souhaite vous dire que pour la partie historique en tout cas, il est évidemment difficile de trouver une raison, une explication historique, et donc j'ai dû me fonder sur différentes sources, et c'était difficile donc de trouver des sources fiables. Beaucoup sera donc au conditionnel, mais je vous garantis que tout mon discours n'est pas un poisson d'avril et que j'ai évité au maximum les infox. Nous allons donc essayer de voir pourquoi est-ce que l'on fait des farces le 1er avril et pourquoi en français on parle de poisson d'avril. Avant toute chose, il faut savoir que la tradition d'organiser une fête lors de laquelle la satire ou les farces sont autorisées ou recommandées ne date pas d'hier. En effet, dans la Rome antique, il existait la fête des Hilaria qui avait lieu le 25 mars. Hilaria venant du mot latin hilaris, qui signifie la gaieté et qui donnera en français par exemple hilar ou hilarité. Il existe plusieurs hypothèses qui tendent à expliquer pourquoi on fête le 1er avril, et puis ensuite je vous expliquerai aussi pourquoi on utilise un poisson pour, comme symbole du 1er avril, au moins dans la culture francophone. Alors pour la date tout d'abord. Sachez que jusqu'au XVIe siècle, l'année calendaire commençait à différents moments, selon le pays, selon la région ou même selon la ville dans laquelle l'on se trouvait.
Par exemple, dans certains endroits, l'année commençait à l'arrivée du printemps, ou encore, et c'est assez proche, au 25 mars, 25 mars étant la fête de l'Annonciation à Marie. L'Annonciation à Marie, c'est lorsque l'archange Gabriel, dans la mythologie chrétienne, annonce à la future mère du Christ qu'elle est enceinte. Lors de cette fête de l'Annonciation, le 25 mars, on avait la tradition aussi d'échanger des étrennes, des cadeaux. Souvent, ces festivités étaient prolongées pendant toute une semaine, et ainsi jusqu'au 1er avril. Le roi Charles IX a décidé en 1564 d'unifier tous les calendriers pour que l'année calendaire commence véritablement, comme on la connaît aujourd'hui, au 1er janvier. Et d'ailleurs, quelques décennies plus tard, en 1582, le pape Grégoire XIII a étendu cette décision à toute la chrétienté en imposant le calendrier grégorien. La légende veut qu'après ce changement de date du Nouvel An, eh bien, certains ont éprouvé quelques difficultés à s'adapter à la nouvelle année, et donc ils poursuivaient la tradition de fêter la nouvelle année au 1er avril et de se faire des cadeaux, comme on le faisait avant. Ces personnes étaient cibles de moqueries et on a commencé donc à leur faire des farces, à leur faire de faux cadeaux, etc. Cela ne nous explique pas toutefois pourquoi l'on parle de poisson d'avril, en tout cas en français. Alors, avril, c'est la période de Pâques également. Pâques, cela coïncide avec la fin du carême, évidemment, et dans la tradition catholique, le carême est une période qui dure 40 jours avant la Pâques, justement. Je dis 40 jours, c'est sans compter les dimanches, donc c'est un peu plus que 40 jours. Et pendant le carême, on s'adonne normalement à un jeûne complet ou au moins à une certaine abstinence. Par exemple, on évite de manger de la viande ou des laitages, ou de consommer des laitages. Et ainsi, on se tourne plutôt vers le poisson, qui, lui, est autorisé. Et d'ailleurs, si moi, un souvenir que j'ai de mes années à l'école en France, c'est que cette tradition du poisson dans le carême, et ainsi donc du poisson notamment consommé le vendredi saint, fait que dans les écoles françaises, au moins quand j'étais enfant, on servait encore du poisson le vendredi exclusivement. Donc ça, c'est une des explications pour lesquelles pour expliquer pourquoi on parle de poisson d'avril. Une autre explication, c'est justement ce que vous voyez ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais c'est ce que l'on appelle l'ictus. L'ictus, c'est un symbole en forme de poisson qu'utilisaient les premiers chrétiens pour symboliser Jésus-Christ. Et en fait, ictus, c'est un acrostiche. Acrostiche, c'est par exemple quand vous avez ces poèmes dont la première lettre de chaque vers forme un mot, par exemple, pour qu'il faut en fait décoder d'une certaine manière. Et donc, ces lettres que vous voyez peut-être ici, sinon je vous invite à chercher sur Internet ictus, ces lettres sont les premières lettres des mots Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc, le poisson, et d'ailleurs ictus signifie poisson en grec, et donc ce symbole de poisson était utilisé, et donc autour de la mythologie liée à Pâques, évidemment, d'autant plus utilisé. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison pour laquelle on fête le 1er avril, et pour laquelle on se colle un poisson dans le dos et pour laquelle on parle de poisson d'avril,
une chose est sûre, la tradition perdure et notamment dans les médias. Je vais vous donner quelques exemples de jolis poissons d'avril de quelques dernières années. En 1999, la radio BBC4 au Royaume-Uni annonce que l'hymne britannique God Save the Queen sera remplacé par un hymne européen chanté en allemand. Vous pouvez imaginer le scandale que cela a provoqué auprès de ses auditeurs. Cette même radio, BBC4, a annoncé en 2010, a parlé plutôt en 2010 de travaux archéologiques selon lesquels la mère de William Shakespeare, Marie Arden, serait en fait française. Et d'ailleurs, dans la pièce Comme il vous plaira, As You Like It en anglais, on parle de la forêt d'Ardennes, qui serait en fait les Ardennes françaises. Et donc, si la mère de Shakespeare est française, Shakespeare est français lui-même, ce qui serait un chamboulement total pour la culture anglaise. Imaginez donc que finalement, la langue de Shakespeare, eh bien, ce serait peut-être le français, et donc la langue de Shakespeare et la langue de Molière seraient la même. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les médias, mais il y a aussi quelques grandes entreprises qui se plaisent à faire des poissons d'avril chaque année. L'une d'entre elles est la RATP, qui gère les transports publics parisiens. Chaque année, il y a un poisson d'avril que l'on peut attendre de la RATP. Une année, par exemple, elle a changé les noms de certaines de ses stations de métro. Je vais vous donner quelques exemples. La station Opéra a été renommée en Apéro. La station Anvers, ou plutôt Anvers en français, de France, était écrit à l'envers. La station Télégraphe a été renommée Tweet. La station Pyrénées a pris le nom d'une autre chaîne de montagne, les Alpes. Et enfin, la station 4 septembre a été renommée 1er avril. Ça, c'est ce qui s'était fait une année. Une autre année, la RATP avait installé dans certaines stations de métro de grandes affiches de publicité qui étaient en fait des photos de destinations de rêve, par exemple les pyramides d'Égypte, etc. Et au sol, un marquage et des instructions pour que les usagers du métro puissent prendre un selfie en attendant leur métro devant cette trame de fond et ainsi faire croire à leurs abonnés sur leurs réseaux sociaux qu'ils se trouvaient à l'autre bout du monde. Et puis, dans certaines rames de métro cette année-là, il y avait sur les vitres des images de hublots en trompe-l'œil qui permettaient ainsi aussi de prendre des photos comme si l'on était à bord, non pas d'une rame de métro, mais bien d'un avion. Deux derniers exemples que l'on doit ceci à la police en France. Il y a quelques années, la police française a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo qui était un appel à candidature pour former une brigade léporophile, c'est-à-dire une brigade avec des lapins qui seraient entraînés spécialement pour avoir un flair hors du commun et ainsi probablement travailler sur les questions de stupéfiants. Et puis, la police de l'Est de la France, en Savoie, je crois, avait publié aussi il y a quelques années une annonce selon laquelle 3 commissariats réalisaient des tests de qualité de produits stupéfiants et de drogue. Et je cite l'affiche qui avait été publiée. Nos engagements, : accueil discret par officier de police judiciaire, test qualité produit par nos experts et hébergement possible sur place. Chers collègues, j'espère que cette petite blague du début de discours, que les hypothèses historiques que je vous ai données et les quelques exemples pour illustrer cette tradition du 1er avril et du poisson d'avril vous auront également donné envie de faire une farce ou plusieurs à vos proches, même si vous devez rester chez vous. Il vous reste quelques heures pour ce faire. Et puis, sinon, vous pouvez toujours aussi guetter les poissons d'avril dans la presse, dans les médias, car il y en a tous les ans. D'ailleurs,
j'ai lu tout à l'heure, en faisant mes recherches, un article de la Libre Belgique qui disait, qui prétendait, que le Conseil national de sécurité avait interdit aux médias, cette année, la diffusion de Poissons d'avril, car cela n'était pas adapté en ces temps de crise du coronavirus. D'après l'article de la Libre Belgique, le 1er avril aurait ainsi été reporté en mai sur décision des communautés linguistiques. Donc si l'on veut, si je veux faire mien les propos ou la phrase d'un grand artiste belge, si l'on doit avoir le 1er avril en mai, eh bien j'imagine qu'on pourrait écrire sur nos poissons « Ceci n'est pas un poisson d'avril ». Merci.